Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. C'est reparti pour une nouvelle semaine sportive. Allez, sommaire. Au sommaire de ce premier numéro de la semaine de la Grande Team. Les nouvelles fraîches d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Ligue 2. Match interrompu. À qui la faute? On en parle en actu. Excellent début de semaine en compagnie de la vaillante Marie-Christine Begré et sa dynamique équipe. Voilà, on sera donc ensemble à nouveau du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, bien sûr en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et le sujet principal pour l'actu de ce soir, Ligue 2, match interrompu, à qui la faute? Pour participer à l'émission, vous connaissez le numéro de téléphone de la 3, mais je vous le donne quand même, le 27 21 59 93 99. Vous avez toujours aussi la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Pour ce lundi soir, je serai accompagnée de Balo. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Très bien, merci. Et Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Roger Stéphane, bonsoir. Oui, bonsoir Marie-Christine Begré. Vous avez passé un très bon week-end? Oui, ça va, ça va. Le week-end était intéressant. Intéressant. Ouais, sans vous, c'est un peu dur, mais c'était intéressant quand même. D'accord. Merci beaucoup. Et coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et le week-end? Ben ouais, c'était un bon week-end. Malgré les difficultés, malgré que... Bon, c'était un bon week-end. Sans moi, c'était pas dur. Marie-Christine, c'était un bon week-end. Je préfère rester dans la version de Roger Stéphane. On est lundi, hein. Il faut nous laisser tranquille, c'est lundi, hein. En tout cas, vous m'avez manqué, messieurs. Jean-Philippe, vous m'avez manqué. Ah, mais je vais pas dire que c'est forcément réciproque. Mais... mais Jean-Philippe, qu'est-ce qui se passe? Ah non, non, non. Ça a failli sortir, là. Oui, mais il faut éviter certaines situations. C'est préférable. Allez, on démarre avec LGT News. On y va. LGT News. Basketball. Mo Bamba a reçu son passeport ivoirien. Mohamed Fakaba Bamba ou encore Mo Bamba effectue une visite privée sur les bords de la lagune Ébrié. Le jeune joueur des Philadelphia Sixers de la NBA qui s'est engagé à évoluer avec son pays, la Côte d'Ivoire, a reçu son passeport ivoirien des mains du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, Adji Silas Mech. Il a aussi reçu son maillot des éléphants de la part du président de la Fédération ivoirienne de basketball, Moussa Diarra. Selon la page officielle Facebook de la FIBB, le basketteur a promis de se mettre à la disposition des éléphants et de participer au tournoi qualificatif des Jeux Olympiques prévus à Puerto Rico. LGT News. Jiu-Jitsu, un 7e stage plein d'enseignements. Les pratiquants du Jiu-Jitsu étaient en séminaire mardi dernier au Casa des Deux Plateaux. Selon la Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu et de défense personnelle, ce 7e stage, ayant réuni plus de 60 participants, vise à améliorer les enseignements dans cet art martial, notamment au niveau de l'application des bonnes techniques pour la méthode Gino Bianchi, introduite en Côte d'Ivoire depuis près de 15 ans. C'est l'expert maître Giancarlo Bagnolo, ceinture noire, 7e dan, qui a eu la lourde charge d'assurer le séminaire édition 2024. Et tout naturellement, il a eu les remerciements du premier responsable du Jiu-Jitsu ivoirien, maître Fall. Maître Giancarlo Bagnolo, ceinture noire, 7e dan, avec qui nous avons une longue histoire. Une longue histoire parce que ça fait 15 ans d'échanges martial. 15 ans de partage de techniques de défense personnelle. Ce stage est bienvenu parce qu'il permet aux différents pratiquants de Jiu-Jitsu en Côte d'Ivoire de renforcer leurs capacités. C'est quelque chose que nous essayons de faire un tant soit peu pour relever le niveau de nos Jiu-Jitsuka. Et donc, partant de là, j'invite tous ceux qui souhaitent pratiquer de la self-défense de venir pratiquer le Jiu-Jitsu, car le Jiu-Jitsu, l'essence première du Jiu-Jitsu, c'est la défense personnelle. LGT News. Intéressons-nous à présent au football. Franck Caissier met en compétition 64 équipes.
Le complexe sportif de Yopougon a accueilli vendredi dernier le match d'ouverture du tournoi U17 organisé par la Fondation Yannick Franck-Caissier. Pour cette journée inaugurale, Cétis de Marcory s'est imposé face à Académie Shérif d'Akwedo par 1-0. Ce sont au total 64 équipes qui prennent part à cette compétition dont l'une des articulations majeures tourne autour du concept Pro c'est Pro. Pour cette deuxième édition de ce projet socio-sportif, l'International ivoirien et sa structure voient grand, avec la construction d'un hôpital et bien d'autres infrastructures. Dans sa déclinaison intégrale, ce projet sera marqué par un match de gala le 15 juin prochain au stade Robert Champroux de Marcory. Éric Bédi, patron de la Fondation Yannick Franck-Caissier, s'est prononcé sur cet événement qui rassemble des centaines de jeunes issus des catégories U17. Alors, les moins de 17 ans, parce que déjà ce sont nos enfants, voilà. Les moins de 17 ans, parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas de tournoi national des moins de 17 ans. Voilà. Et on s'est dit, il y a un manque, donc il faut combler ce manque-là. Parce que l'État, à travers le ministère des Sports, ne peut pas tout faire. La Fédération ivoirienne de football, que je salue au passage, ne peut pas tout faire, bien que remplie de bonne volonté. Donc, on est dans un élan d'accompagner la vision du président Idriss Diallo. On est dans un élan d'accompagner également, je vais dire, la volonté du chef de l'État. Comme je l'ai dit, solidarité à l'Ivoirienne. Pro c'est pro. LGT News. Roumanie, Edgar Ley, suspecté d'avoir fait jouer son frère jumeau à sa place à Lille. Edgar Ley, l'ancien joueur du Barça, Villarreal, fait l'objet de graves accusations en Roumanie et pourrait être même soumis à un test ADN. Le Dynamo Bucarest pense que l'ancien Lillois aurait demandé à son frère jumeau Edelino de jouer certains matchs à sa place. Les soupçons font suite au refus du joueur de donner son permis de conduire afin de recevoir une voiture de la part du sponsor du club. Les dirigeants du Dynamo Bucarest sont surpris des piètres performances du joueur bissau-guinéen et sont étonnés qu'il ne parlait pas anglais alors que son CV comprend une longue expérience dans les clubs européens. Florian Prunea, le président du Dynamo Bucarest, n'en revient pas. « Mon Dieu, c'est surréaliste. J'ai commencé à téléphoner, à parler à des amis. Et la nouvelle est vraie. Je n'arrive pas à y croire », a-t-il déclaré. LGT News. Championnat européen. Le Real et le PSG célèbrent avec faste leur titre de champion. Il y avait le week-end dernier une folle ambiance à Madrid et à Paris. Les Madrilènes, emmenés par leur capitaine Nacho, ont brandi leur 36e trophée dans les rues de la capitale espagnole. C'était aussi l'extase du côté de Paris où joueurs et supporters ont fêté ensemble le 12e titre de champion de France. Non, c'est quand même pas Montana qui va le soulever, c'est pas si. Le Paris Saint-Germain, champion de France 2024. Voilà, on commence le débrief des news. On parle basketball. Mo Bamba a reçu son passeport ivoirien. Jean-Philippe? Oui, le dimanche, donc, hier, Mo Bamba a foulé le sol ivoirien sous le coup de 11h30 du côté de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il a été accueilli par le ministre délégué en charge du sport, et le président de la Fédération ivoirienne de basketball, la vice-présidente et certains membres du comité exécutif. Il est arrivé à Abidjan dans le cadre d'une visite privée. Mais au-delà de cette visite privée, il faut le dire, depuis un certain moment, Mo Bamba avait entrepris les démarches afin de rejoindre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de basketball. Oui. Lui qui a des parents d'origine ivoirienne, mais qui avait la nationalité américaine. Et après toutes les démarches administratives, il a pu recevoir son précieux sésame ce dimanche des mains du ministre délégué au sport, en compagnie des membres du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de basketball. C'est un garçon très heureux, qui a réceptionné à la fois son passeport et son maillot. Et normalement, il devait être présent avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à Porto Rico pour les prochains TQO. C'est une recrue de qualité pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui en avait énormément besoin, surtout sur la raquette. Et je pense que le projet basket du président Moussa Diarra prend de plus en plus d'ampleur. Parce que dans la suite de Mo Bamba, certains autres joueurs devraient rejoindre l'équipe nationale. Il a parlé du cas de Kevin Yebo, qui normalement devait rejoindre les éléphants de Côte d'Ivoire, mais pour l'instant,
Il est en réflexion parce qu'il souhaiterait rejoindre la NBA. Il a la possibilité de rejoindre la NBA. Il va participer à la Summer League. Et cela pourrait permettre à la Côte d'Ivoire de placer 2 joueurs dans cette ligue majeure du basketball mondial. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est numéro 1 sur le plan continental au niveau du basketball. Parmi les 35 meilleures sélections du monde. Et c'est toujours bon d'avoir ce genre de renfort. En tout cas, c'est une recrue de qualité. Hein. Oui, bon, pour un basketteur, c'est tout à fait normal. Hein. Il est très grand de taille, environ. Oui, il est super grand. Il est super grand. J'étais à l'aéroport pour l'accueil. 2 mètres. Ouais, on me dit que je suis grand, mais face à lui, je paraissais tout petit en tout cas. Ouh là là, donc si Mo Bamba arrive ici, qui se met à côté de Balo... Heureusement que Balo et moi, on n'était pas à l'aéroport. D'ailleurs, on vous met en garde, hein, le juge vient si vous ne proclamez pas. Hein. Il s'asseyra en plus à côté de vous, Roger Stéphane. Allez, Roger Stéphane, avec vous, on parle Franck Kessié qui met en compétition 64 équipes. Le tournoi U17 organisé par la fondation Yannick Franck Kessié, c'était donc l'ouverture ce vendredi. J'ai quelques résultats. Victoire de Sétis de Makori, 1-0 devant Académie Sétif Shérif d'Akwedo. Sika Académie a dominé leader 7-7 sur le score de 4-2. Et puis les jeunes Konan Kofi de Sika Academy et Kone Mori de Académie Shérif ont été désignés les meilleurs joueurs de ces 2 rencontres. Beaucoup de qualité, beaucoup de technique, avec des jeunes extrêmement doués dans la catégorie des U17. C'est donc le top départ de ce tournoi qui regroupe 64 équipes. C'est beaucoup et c'est très bien, vraiment très bien. C'est la 2e édition. On va faire du sport et du social parce qu'on parle de construction d'infrastructures et d'un gros match de gala qui va venir le 15 juin prochain. J'ai vraiment envie de dire bravo à Franck Kessié. Il a une fondation. Il organise un tournoi de football qui a sa 2e édition. Il a un cadeau qui est une voiture pour le meilleur joueur de la Ligue 1. Vraiment bravo à Morgan. C'est ce qu'on attend exactement de nos footballeurs professionnels qui ont beaucoup de moyens. Chez nous, on dit, celui qui va faire quelque chose pour le football ivoirien, quand on le voit, on sait. Merci et bravo à Franck Kessié. D'accord. En tout cas, félicitations à Franck Kessié. Coach Alain, quelques mots? Je pense que son représentant l'a bien dit. Hein, il organise ce tournoi-là pour permettre, pour aller dans l'élan de la Fédération ivoirienne de football qui vraiment a l'intention d'organiser ce championnat des jeunes-là, mais faute peut-être de calendrier ou bien faute de moyens. Mais lui, dans la vision du président Idriss Diallo, il accompagne cette fédération-là en organisant cette compétition des U17 qui va permettre aux sélectionneurs de venir quand même regarder ce genre de match-là et voir les pépites. Pourquoi pas au club de venir chercher des joueurs là-bas pour essayer de renforcer leur effectif dans les années à venir. C'est déjà une très bonne chose. Tire mon chapeau à Franck Yannick Kessié qui se bat pour le football ivoirien, qui fait tout pour que le football ivoirien soit bien vu à l'extérieur. En tout cas, chapeau encore à lui pour ce qu'il a fait pour le football ivoirien, pour ce qu'il continue de faire. Et je pense que Dieu va lui donner encore une longue vie pour qu'il soit encore meilleur et que sa fondation puisse encore faire plaisir à toute la population ivoirienne. Félicitations à Franck Kessié, son petit nom Morgan, d'après Coach Alain. C'est Coach Alain qui nous a donné le scoop. Oui, Balo, avec vous, on parle de Marie-Josée Talou. Oui, on va parler de Marie-Josée Talou pour constater qu'elle effectue de gros progrès avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle a réalisé, on l'a vu dans l'élément, sa meilleure performance de la saison en 10,91, en devançant en plus des Jamaïcaines Crystal Sloley et Kamba Nelson avec des temps de 11 secondes 09 et 11 secondes 12 centièmes. Donc il faut savoir que c'est une bonne nouvelle parce que Marie-Josée Talou aura de la forte concurrence aux Jeux Olympiques de Paris 2024, à savoir Shellyne Fraser-Pryce qui a âgé de 37 ans et qui a annoncé sa retraite, qu'elle prendra sa retraite après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, si elle annonce qu'elle prendra sa retraite, ça veut dire qu'elle se mettra dans de très, très bonnes dispositions pour nous sortir le meilleur d'elle-même, la meilleure performance possible. Il faut savoir également que Marie-Josée Talou, après le succès du côté du Bahamas, du relais 4x100 féminin des éléphants, où on a vu les Ivoiriennes qui ont pu arracher leur ticket pour les Jeux Olympiques 2024. Oui. Marie-Josée Talou est allée rendre visite à Shellyne Fraser-Pryce au niveau de sa campagne, sans doute pour peut-être échanger sur d'éventuels conseils ou tout simplement d'éventuelles conditions de préparation. Ce sont des suppositions, des hypothèses. Oui. Mais ce qu'il faut retenir de cette rencontre, c'est que les deux sprinteuses sont très amies. Elles ont de très très bonnes relations et qu'il faut savoir que Shellyne Fraser-Pryce, c'est bien sûr 10 titres de championne du monde, 8 médailles olympiques
dont 3 en or. C'est dire que ça sera une grosse bataille, mais les indicateurs sont bons. Courage, Marie-Josée Talou. Voilà. Oui, Jean-Philippe Desgras. Non, en fait, c'est Chéline, il passe à Chéline. Donc, elle, tant que Talou va courir, elle va courir. Il faut qu'elle arrête maintenant. Il faut qu'elle arrête pour permettre à la Côte d'Ivoire et à Talou au moins de pouvoir repartir avec la médaille. Exactement. Bon, Talou peut la battre, hein, mais franchement, quand elle court, bon. Mais quand même, la donne est un peu changée. Pour terminer. Sur le dernier mondial d'athlétisme aux États-Unis, c'est Jackson, jamaïcain également, qui a fait une bonne course. Plus la jeune américaine Mills, si je m'abuse bien. Donc, Fraser est un peu vieillissante, mais bon, elle est encore là et c'est terrible pour nous parce que elle a très souvent été la bête noire de notre Talou. Maintenant, Talou, c'est encourageant. Sa dernière ligne droite, sur le 400 mètres. En tout cas, bonne chance à Marie-Josée Talou. Magnifique, allez, on marque une petite pause pour la publicité et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team et une autre information pour vous. Pierre-Emerick Aubameyang, lauréat du prix 2024. Le prix Marc-Vivien Foé 2024 a été remporté par l'attaquant gabonais de Marseille. Le joueur a réagi à cette récompense. Très, très heureux, très fier de remporter ce prix. C'est la deuxième fois, donc forcément, après tant d'années, revenir en France et gagner à nouveau ce prix, c'est forcément une fierté énorme. C'est différent qu'en 2013 ? C'est tout aussi gratifiant, on va dire. Je suis très, très heureux du parcours depuis et du parcours aujourd'hui aussi. Et quand vous gagnez le prix Foé en 2013, vous donnez une interview à RFI et vous dites « c'est un premier aboutissement et ça me donne envie de me surpasser et d'aller, pourquoi pas, chercher un jour le Ballon d'Or africain ». Vous l'avez fait. Oui. Et je vais vous redire la même chose. C'est l'aboutissement de cette saison et j'espère aller chercher un Ballon d'Or africain. Le deuxième ? Le deuxième. Voilà, félicitations donc à Aubameyang. Et puis une autre information, Angleterre, Simon Adingra honoré. Oui, Simon Adingra a reçu ce lundi un prix spécial du syndicat des footballeurs professionnels pour son implication dans la victoire des éléphants lors de la CAN 2023. Une belle récompense pour le milieu de terrain ivoirien de Brighton. Voilà, donc félicitations aussi à notre champion d'Afrique, Simon Adingra. Un mot sur Simon Adingra rapidement, coach Alain. Effectivement, c'est une très belle récompense. On s'attendait plus ou moins à cette récompense-là. Je pense qu'il mérite cette récompense avec tout ce qu'il a fait pendant la CAN. Et puis au retour de la CAN, ce qu'il a apporté à son club Brighton. Chapeau à lui et puis on lui souhaite bonne chance pour la suite. Voilà. Donc bonne chance à notre champion d'Afrique, Jean-Philippe, oui. Non, je voulais savoir si on peut réagir sur le cas d'Aubameyang. Rapidement, oui. Bon, parce on va en parler longuement d'ailleurs. Voilà. Non, on ne doit pas en parler longuement. On fait ça brièvement parce que ça fait quand même la deuxième fois qu'il remporte un trophée qui nous laisse un peu sur notre faim. Déjà en 2015, quand la Côte d'Ivoire remporte son deuxième trophée des champions d'Afrique, tous les bookmakers estimaient que Yaya Touré, pour sa saison, pour tout ce qu'il avait fait, méritait le titre du Ballon d'Or africain quand c'est, je crois, Aubameyang qui a réceptionné ce trophée-là à la surprise générale. Là, sur ce trophée Marc-Vivien Foé, oui, il a réalisé une bonne saison, mais j'estime que Achraf Hakimi a réalisé une saison meilleure que la sienne. Bon, je ne sais pas. Voilà pourquoi il y a eu ce débat sur ce prix Marc-Vivien Foé, parce qu'on ne connaît même pas les critères. Voilà, on ne sait pas sur quel élément il se base pour le donner. Ça fait le deuxième joueur de l'Olympique de Marseille qui le remporte de suite. Est-ce que on doit regarder de ce côté-là? Bon, gros point d'interrogation. Gros point d'interrogation, mais je pense qu'on aura certainement une émission Grande Team où on pourra en débattre à nouveau, puisqu'on en a déjà parlé. On a un autre membre de la team qui s'échauffe actuellement depuis un bon moment. Donc il faut qu'il rentre sur le terrain. Du coup, on passe à Sportif du dimanche tout de suite. Voilà, il s'est assez échauffé et il peut maintenant nous rejoindre. Il s'agit d'Henri Joël. Allez, Henri Joël, on vous attend sur le plateau de la Grande Team. Vous applaudissez, hein? Vous applaudissez ou bien? Parce que vous... Voilà. Il y a beaucoup de jaloux ici. Bonsoir Henri Joël. Bonsoir Marie-Christine. Vous êtes tout beau. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, je fais du sport. Vous savez, les week-ends, je fais du sport. Oui. Donc, vous savez, quand vous faites du sport, non seulement vous avez une bonne santé physique, mais au niveau même de la corpulence, voilà, il y a quelque chose d'assez intéressant. Bon, Henri Joël, on peut avancer. Donc, vous avez fait du sport et sportif dimanche de ce lundi, oui.
L'essentiel, je me suis promené avec ma caméra un peu partout. Je me promène, disons, avec ma caméra un peu partout dans la ville d'Abidjan. Et j'ai découvert un groupe assez particulier. Je ne vais pas en dire plus. On va juste regarder l'élément. Puis derrière, on va discuter. D'accord, regardons l'élément. Après une semaine d'intense activité professionnelle, il est clair qu'il faut déstresser, qu'il faut faire du sport pour faire passer toute cette fatigue-là. Et quoi de plus que le sportif du dimanche? Alors nous avons habitué à faire le sport à l'air libre. Aujourd'hui, ça sera en salle pour essayer de courir, pour essayer de faire un peu de muscu. Et ça sera dans le sportif du dimanche. Voilà, une petite surprise aujourd'hui pour ce sport pendant le week-end, histoire de déstresser. Voilà, c'est un peu l'objectif de notre rubrique. Merci de nous accueillir. C'est un plaisir pour moi. J'ai envie de savoir, ça sera vous le coach aujourd'hui? Ouais, je serai coach et j'ai monté une très bonne équipe, une équipe de 3 coachs. Voilà, vous allez apprécier, c'est super. Et puis, ce sera un bon mélange, un mélange de gym. Voilà, et de danse sportive. Généralement, on commence toujours par tout ce qui est échauffement et tout ça. Il y a une période un peu cardio, pour le rythme cardiaque, où on accélère vraiment le rythme et tout ça. Après, on fait un peu d'exercice au poids du corps, tout ce que vous connaissez, les abdos et tout ça. Et après, on rentre progressivement, lorsque le corps est bien préparé, dans la danse, où là, c'est beaucoup plus de transpiration, mais c'est assez fun. Nous, on a une particularité, tout à l'heure, vous allez remarquer. On va laisser place maintenant à l'exercice avec tout ce qui va se passer ici aujourd'hui. Voilà, ça sera un sportif du dimanche assez exceptionnel. À la première étape, parce que les gens viennent de se réveiller, c'est pas facile, vous voyez un peu. Donc on essaie de pouvoir réveiller le corps. Mais on y va tout doucement par tout ce qui est étirement et tout ça. Et puis après, ça rentre tranquillement dans la dissociation pour que les différents membres du corps puissent être détachés les uns des autres. Et une fois que le mercure monte, vous allez voir que le rythme va augmenter. C'est là qu'on va rentrer dans la partie cardio. Ça, c'est plus pour toucher le rythme cardiaque et tout ça. On commence véritablement à transpirer. Et c'est après ça qu'on rentre dans la danse. C'est toujours bien de faire du sport, surtout dans ce cadre-là où on s'en fout du meilleur danseur, du meilleur corps. On se fait juste plaisir, on se lâche, on déstresse un peu de toute la semaine. Voilà, c'est ça l'esprit du DAGE aussi après. Donc moi, je me sens trop bien ici et c'est toujours un réel plaisir pour moi d'être ici les samedis au matin à 8h. C'est super. Moi, en plus de ça, je suis quelqu'un qui ne sait pas danser. Le concept me va parce qu'au moins j'arrive à faire quelque part. Mais c'est vraiment bien. Le sport, c'est ce qui nous entretient. Le corps humain, c'est comme une machine. Il faut entretenir régulièrement. Comme je dis toujours, on ne pratique pas le sport quand on a le temps, mais il faut accorder du temps au sport. Nous sommes à la fin même de notre séance du jour pour la circonstance avec Coach Zo. Allez, coach, nous avons passé un bon moment avec vous. Super. Et vraiment, si vous avez un message à passer pour la pratique du sport. Vous savez, le sport, c'est la vie. On ne le dira jamais assez. Rester comme ça sédentaire, travailler, objectif du travail. Et puis ne pas pratiquer un peu de sport à la maison ou bien dans un club ou bien dans une salle de sport, dans le quartier, c'est précipiter sa mort, c'est pas bon. Au même titre qu'on nous dit de faire de l'effort pour boire beaucoup d'eau, pour manger 2 fruits ou légumes, c'est de la même manière qu'on doit ménager notre programme pour pouvoir prendre soin de notre bien-être, tant émotionnel que physique. Et pour ça, il faut pratiquer du sport. Alors, danse avec Jo. Est-ce que ça va? Eh bien, dis donc, un très beau reportage, Henri Joël. Et puis, ça doit être doublement intéressant de faire du sport en dansant. Jean-Philippe, pourquoi tu ris? Vous avez des contorsions bizarres, mon cher Henri Joël Boavo. Henri Joël, répondez à la question. Oh oui, c'est assez intéressant de danser parce que déjà, c'est un plaisir de danser. Mais en même temps que vous dansez, vous faites du sport. Non, en fait, toute la grande team était surprise de voir les pas de danse. Mais comment il peut danser comme ça? C'est un comportement ça. Si on a le temps, est-ce que la régie peut nous remettre? Henri
Joël. Oui, La prochaine fois, je vais aller au Maracana. Je pense que c'est mieux. Bon, donnez-nous d'autres informations. Alors, c'est un groupe assez particulier. Hein, voilà, il se retrouve pour le sport. Et comme on l'a dit, c'est avec la danse. Et vous savez, c'est pas tout le monde tout de suite en venant qui peut se dire oui, je viens pour pratiquer. Par exemple, je viens faire du fitness. Quand on se met dans la tête que c'est de la danse qu'on vient faire, tout de suite, on se dit oui, bon, ok, c'est assez intéressant, donc je vais y participer. Sauf que en le faisant, vous brûlez beaucoup de calories et surtout, ça vous permet d'être à l'aise. C'est ce que j'ai fait. Et puis, c'est ce que je fais pour avoir assez de bonne énergie. Donc là, vous avez perdu beaucoup de calories. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Un monsieur comme Jean-Philippe, quand même, peut essayer de s'inscrire. Prochainement, je vais vous accompagner. Very good. Je vais vous accompagner. Bon, finalement, Henri Joël, fitness, maracana, footing, danse, vous qui participez à toutes ces disciplines, est-ce que vous faites une classification? Est-ce qu'il y a une classification à faire? Je ne pense pas, parce que toutes ces disciplines quand même permettent, surtout aux travailleurs, parce que la plupart du temps, ce qu'on a constaté, c'est que quand on promène nos caméras un peu, ce sont plus les travailleurs qui se retrouvent ces week-ends-là pour essayer de déstresser, de brûler beaucoup de calories. Donc, quand on voit toutes ces disciplines, elles permettent de faire la même chose. Sauf que souvent, c'est la méthode qui diffère. Par exemple, là, c'était plus la danse. Vous allez trouver d'autres avec les courses voilà, au niveau du maracana. Donc, l'objectif est pareil. Et surtout, peut-être, ce sont les méthodes qui diffèrent. Qui diffèrent. Je n'ai pas envie de faire des jaloux parce que je visite tout le monde. D'accord. Voilà. En tout cas, vous visitez tout le monde. C'est assez intéressant. Je cherche même ceux qui font le vélo. Oui. Pour l'instant, je dois chercher ceux qui font le vélo. Et puis, on verra aussi comment ça va se passer à ce niveau-là. D'accord. Bon, Joël, avant de vous laisser, un mot de fin. Avant de vous laisser. Juste toujours dire à nos téléspectateurs, même aux internautes, de nous faire signe quand ils sont quelque part, quand ils ont un petit club, quand ils pratiquent le sport, de nous faire signe afin qu'on vienne vers eux pour... voilà. En tout cas, vous êtes pour s'enjailler, comme on le dit. Vous êtes très bon danseur. Merci beaucoup, Marie-Christine. Franchement, bon, je suis la seule à vous défendre sur ce plateau. Oui, non, je sais. Voilà. Je sais que vous êtes une bonne personne, contrairement à d'autres ici. C'est-à-dire que votre part de danse-là doit faire le tour de toutes les plateformes de communication de la 3. C'est terrible, quand même. Bref, merci beaucoup, Henri Joël, et puis à lundi prochain pour un autre sportif du dimanche. Voilà. Tu ne vas pas nous contaminer. Le temps de se remettre des pas de danse d'Henri Joël. On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 22h en direct sur la 3 et nous passons à présent à l'actu. Le téléphone est bien sûr ouvert pour vous donner la possibilité de participer à l'émission. Le 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, 27 21 59 93 99. Et la question LGT, Ligue 2, match interrompu, à qui la faute? Voilà, donc vous pourrez nous appeler pour nous donner vos différents avis. La récurrence des matchs interrompus dans le championnat de Ligue 2 intrigue dans le milieu du football ivoirien. À qui la faute? Cette vidéo préparée par la rédaction plante le décor et ouvre l'actu. On regarde. Le championnat de Ligue 2 est marqué cette saison par ce qu'on peut appeler le phénomène des matchs interrompus. Il s'agit de ces rencontres qui n'ont pu aller à leur terme après que des équipes ont refusé de reprendre la partie et sont sorties de l'aire de jeu suite à des contestations de décisions d'arbitrage. On en dénombre 3 au cours de cet exercice. Le premier cas concerne la rencontre Sirocco FC Iska, jouée le 10 décembre 2023 au stade Victor Biakaboda de Gagnoa. La partie s'est bloquée après que l'arbitre est revenu sur sa décision de siffler un penalty en faveur de l'Iska. Celle-ci a alors contesté et a refusé de continuer le match. Le résultat a été homologué par la commission d'éthique et de discipline dans un premier temps, avant que la commission de recours sur saisine des 2 protagonistes n'ordonne que la partie soit rejouée. Le jeudi 9 mai dernier, lors de la 18e journée en retard de la Ligue 2, au complexe sportif de Bingerville, le match opposant l'ES Bingerville et le FC Oza
n'est également pas allé à son terme. Contestant un pénalty sifflé en faveur des locaux, les Abobolais ont refusé de reprendre la partie et sont sortis du terrain. Un scénario similaire s'est produit samedi dernier au stade municipal de Korogo lors de la rencontre US Chologo-Iska, comptant pour la 20e journée. L'équipe locale, s'estimant frustrée d'un but valable et dénonçant des erreurs d'arbitrage, a refusé de continuer la partie. Pour ces 2 derniers matchs interrompus, l'on reste en attente de la décision de la commission d'éthique et de discipline relativement à l'homologation des résultats enregistrés sur le terrain. Le constat est que la contestation des décisions d'arbitrage est au cœur de ces affaires. Cependant, il y a lieu de se demander si les équipes contestataires n'enfreignent pas les lois du jeu et les règlements de la compétition. D'autre part, on pourrait se demander si la décision de la commission de recours de faire rejouer la rencontre Sirocco-Iska n'encourage pas ce phénomène des matchs interrompus en Ligue 2. La Fédération ivoirienne de football manquerait-elle de fermeté sur l'application des règlements et le respect de l'éthique sportive ? Voilà, donc le débat de ce soir, un match interrompu, à qui la faute en Ligue 2 ? Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Bon, messieurs, comment expliquez-vous ce phénomène de match interrompu dans le championnat de Ligue 2 ? Oui, coach Moi, Alain. je pense que pour les matchs interrompus, il y a 3 entités qu'il faut accuser. Ça, on est clair là-dessus. La commission chargée de régler les litiges, la commission des arbitres, qui est dirigée par Kalou Bonaventure, à qui vraiment je demande humblement de laisser cette commission-là. Parce qu'elle est vraiment... Il y a trop de problèmes là-bas. Et de laisser à quelqu'un d'autre. De laisser à quelqu'un d'autre. Il ne faudrait pas qu'il parte ternir son image pour rien. Okay. Il a été un très grand footballeur, ça a été quelqu'un de spécial, d'exceptionnel. Il est venu dans une commission où il y a trop de problèmes. La 3e entité, c'est une commission qui est chargée de désigner des commissaires au match. Parce que il y a certains, on a l'impression qu'il y a des commissaires au match qui sont désignés pour certaines missions. Parce que tant que ces 3 commissions-là ne jouent pas franc jeu, il va toujours avoir ce genre de situation. Quand on parle de la première situation du match Sirocco-Iska qui a été rejoué, dans ce match-là, il y a eu plusieurs versions, que ce soit du commissaire, que ce soit des arbitres. Mais attends, diantre, on est au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Et toujours, c'est cette équipe de Iska. Mais attends, elle a qui dans cette commission qui lui permet de faire cela? Nous sommes dans un championnat. Et c'est ces dernières années, je crois, depuis l'année passée, que tout cela arrive. Soit cette commission d'arbitrage des arbitres, qui est dirigée par Kalou Bonaventure, que je respecte beaucoup, que j'aime très bien, que les Ivoiriens aiment, je pense qu'il ne devait pas être dans cette commission. Il faut qu'il laisse cette commission-là. Parce que ceux qu'il a désignés pour gérer les différentes commissions, vraiment, ils sont en train de faire du n'importe quoi. D'accord. Donc, pour ne pas salir son image, qu'il laisse la commission tranquille. Eux-mêmes, ils vont choisir un arbitre et puis après, ils vont assumer. D'accord, très bien. Voilà, c'est l'avis de coach Alain. Balo, on vous écoute aussi. Donc, selon vous, à qui incombe la responsabilité justement de ces matchs interrompus? La responsabilité partagée, parce qu'il faut savoir que depuis des années, plusieurs équipes ont élevé la voix pour dénoncer des problèmes d'arbitrage. À chaque fois, de manière récurrente, la compétence des arbitres a été remise en cause sans trouver les solutions à ce problème de fond. Donc, c'est ce problème qui véritablement a pris de l'ampleur et certaines équipes ont estimé qu'elles sont arrivées à un point de ras-le-bol qui fait qu'elles se doivent aujourd'hui de contester de manière très virulente aujourd'hui des décisions arbitrales. Maintenant, est-ce que leur manière de protester, de contester est la bonne? Moi, j'estime que non. Voilà. Donc déjà, la première responsabilité, moi, je l'incombe déjà aux équipes parce que lorsqu'une équipe se sent lésée par une décision arbitrale, quelles sont les options qui s'offrent à elle? Pour ce qu'on sait, puisqu'on a pu joindre des arbitres, j'ai pu joindre des arbitres pour savoir quels sont les recours pour une équipe qui se sent lésée par un arbitrage. Déjà, premièrement, lorsqu'une équipe estime qu'un arbitre n'a pas su rendre une décision correcte, techniquement parlant, je prends un exemple terre à terre pour que tout le monde puisse me comprendre, il y a un penalty pour l'équipe d'Iska et sur ce penalty,
avant que le tireur ne tire le penalty, il y a 2 joueurs qui franchissent la ligne et se retrouvent dans la surface de réparation. Le penalty est tiré et transformé et l'arbitre ne revient pas sur le penalty. Là, c'est une faute technique d'arbitrage et l'équipe qui se sent lésée sur place, à travers son capitaine, peut décider de se saisir du ballon et aller vers l'arbitre pour poser une réclamation, pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec votre décision arbitrale parce qu'il y a clairement ici une faute technique, votre compétence technique doit être remise en cause. Et en l'état d'espèce, l'arbitre se doit de donc noter la réclamation pour qu'on puisse l'étudier. Et ensuite, il faut savoir que les équipes ont une autre option. Au-delà de poser la réclamation sur le terrain, il y a aussi la possibilité d'avoir plusieurs recours. Soit le premier recours, c'est la commission centrale des arbitres ou la commission de discipline, à travers des preuves matérielles. Et quelles sont ces preuves matérielles? Ce sont des vidéos sur l'action qui est critiquée, sur la faute d'un joueur. Donc, on voit bien qu'il y a tout un ensemble de recours qui s'offrent aux équipes afin de pouvoir rectifier des erreurs d'arbitrage répétées. Et là, pour ce que je constate sur la procédure, ce qu'on constate par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, c'est qu'on a des équipes qui, justement, n'ont pas suivi cette procédure. Et pour les versions, puisqu'il y a plusieurs versions différentes, mais pour les versions qui reviennent, c'est qu'on a une équipe de OSA sous les ordres de son président qui a quitté la pelouse. Pour le deuxième match, là encore, il y a plusieurs versions, mais pour ce qu'on entend, en attendant de voir ce qui va se dégager finalement, c'est qu'on a l'équipe de Tchologo qui a quitté la pelouse. Donc, en l'état d'espèce, les équipes qui ont été pointées du doigt n'ont pas respecté cette procédure de multiples recours et ont interrompu un match qu'il ne fallait pas interrompre de cette manière. Donc, pour moi, j'incombe la plus grande responsabilité aux équipes, même s'il y a certains arbitres, parce qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur toute une corporation, parce qu'il y a certains arbitres qui ont donc commis des fautes qui emmènent ces équipes-là aujourd'hui à se révolter. Mais sinon, moi, il faut retenir de mon intervention que moi, j'incombe la faute aux équipes. D'accord, très bien. Donc, Ligue 2, match interrompu, à qui la faute? Coach, alors on fait un tour de table, donc on reviendra à vous, s'il vous plaît. Oui, Jean-Philippe. Écoutez, je pense que la faute revient avant tout. Je vais parler de la Fédération ivoirienne de football. Jean-Philippe, une seconde. On prend l'appelant et puis après, vous aurez tout le temps. On a M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé. Allô? Si vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, M. Diomandé, au 27 21 59 93 99. Oui, Jean-Philippe. La faute incombe à la Fédération ivoirienne de football. Parce que si on prend tous les démembrements qui interviennent dans l'organisation des compétitions, elles sont toutes inféodées à la Fédération ivoirienne de football. C'est bien d'avoir une politique générale de développement du football ivoirien. C'est bien d'être constamment à la recherche du sponsor, mais l'organisation aussi des compétitions locales doit constituer une priorité pour l'instance fédérale. Et ces compétitions locales, pour qu'elles se déroulent dans de parfaites conditions, la situation de l'arbitrage doit être vue. Moi, je l'ai dit ici, pendant la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. C'est la première fois de l'histoire des CAN, vous pouvez le vérifier, qu'aucun arbitre local d'un pays qui organise cette compétition ne siffle un match. Mais personne n'a pris cet élément-là au sérieux. Nous sommes passés là-dessus par l'euphorie de la belle compétition et de la victoire finale des nôtres. Mais l'arbitrage ivoirien est scandaleux dans sa généralité. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. On a eu les prémices de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est un ras-le-bol général. Quand aujourd'hui on demande à qui la faute et qu'on dit oui, c'est la faute au président, oui, c'est la faute aux équipes. Mais une personne ne va pas engloutir des millions et des millions de francs CFA dans un projet et par la simple volonté d'une tierce personne qui, faisant preuve d'une mauvaise foi, je dirais incroyable, va mettre tout cela à l'eau. C'est un ras-le-bol général. Et donc, aujourd'hui, on a une situation où on a eu un cas qui s'est produit. Au vu et au su de plusieurs témoins, on a fait fi des témoignages des personnes qui étaient présentes ce jour au stade. La commission de recours, par ses statuts, a travaillé
en faisant du juridisme, donc en demandant des rapports aux autres commissions annexes, ces commissions ont été incapables de pouvoir, dans leur rendu, expliquer réellement ce qui s'est passé au niveau du match Isca et Sirocco. Face à cela, la commission a dit, bon, le match sera rejoué. La sidération est venue du fait que ce sont les commissions autour de la commission de recours qui n'ont pas dit la vérité. Et quand vous avez des présidents de clubs qui, eux, savent ce qui s'est passé ce jour-là, avec des envoyés, avec des gens dans le stade, et que tout le monde dit, le jour de Isca Sirocco, Isca est sorti du terrain, et que personne n'arrive à le dire, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Mais il ne peut pas avoir une équipe qui soit au-dessus des lois. Donc, dorénavant, si c'est une manière de protester, on va tous protester comme ça. On est rentré dans un effet de mode néfaste parce qu'on n'a pas eu le courage, lorsque ça s'est produit la première fois, de sanctionner l'équipe qui a eu à le faire. Je suis surpris aujourd'hui que l'équipe d'Isca s'asseye et dise que, ah ben, voilà, c'est notre adversaire qui est sur du terrain, alors que tout le monde sait pertinemment, pour ceux qui étaient présents au stade, que lors du match face à Sirocco, cette équipe est sortie du terrain. Donc, il faut aujourd'hui que l'équité revienne au niveau du football. Et qu'il faut revoir le système des arbitres. Le président M. Gourou, qui est le DEX de la fédération, a dit que pour l'année prochaine, 40 arbitres seront sélectionnés. Ils ne feront rien d'autre. Jean-Philippe, une seconde, on a un appelant. Monsieur Kone Ibrahim qui nous appelle de Yopougontois Rouge. Bonsoir, Monsieur Kone Ibrahim. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis on vous écoute en Ligue 2, match interrompu. À qui la faute? Bon, moi je pense que c'est la mauvaise foi des clubs. Ok. Voilà, je vous dis que c'est la mauvaise foi des clubs. Je vous dis, même là où il y a la VAR, les problèmes d'arbitrage ne sont pas finis. Est-ce que vous savez ça au moins? Que même là où il y a la VAR, les problèmes d'arbitrage ne sont pas finis. Dernièrement, la demi-finale entre le Real et puis Bayern, il y a eu problème d'arbitrage. Donc, qu'est-ce que vous voulez à nos arbitres? Ils font correctement leur travail. Ils habitent bien. Mais vous voyez, sur le soleil ardent, l'arbitre peut voir un penalty alors que peut-être que il n'a pas bien vu, mais il est sûr d'avoir vu un penalty. Mais s'il n'y a pas la VAR, comment à vitesse réelle, vous pouvez dire que cet arbitre est corrompu? Non, à vitesse réelle, c'est ce qu'il a vu. Il a sifflé un penalty et pour cela, on trouve que nos arbitres sont corrompus. Je vous dis non, arrêtons ça. Il faut plutôt les aider. Il faut plutôt aider nos arbitres à être dans les meilleures conditions en envoyant peut-être la VAR pour les aider. C'est ce que l'Europe a fait. Ils ont envoyé la VAR pour aider les arbitres pour mieux arbitrer. Mais malgré ça, les problèmes ne sont pas finis en Europe. Chaque semaine, chaque week-end, il y a un problème d'arbitrage là-bas aussi. Donc, aidons plutôt nos arbitres à mieux travailler que de les blâmer tous les jours. Merci à vous, bonne émission. Merci beaucoup, M. Kone Ibrahim. Donc, pour M. Kone Ibrahim, ce n'est pas du tout la faute aux arbitres. Je vous laisse terminer. Pour terminer. Oui. Jusqu'à présent, personne n'a dit que les arbitres sont corrompus sur ce plateau. Ça vient de M. Kone Ibrahim. Pourquoi est-ce qu'il le dit? On le laisse libre avec sa conscience. Il parle d'un problème de VAR qui doit être installé en Côte d'Ivoire pour les aider à travailler. Je pense que la VAR n'est pas présente dans toutes les compétitions du monde. Elle n'est pas présente dans tous les championnats du continent africain. Pourtant, eux sont causés comme faisant partie des pires arbitres du continent africain, raison pour laquelle ils ne sont pas présents sur les compétitions internationales. Donc, ils doivent se remettre en cause. Parce que c'est tel qu'ils pensaient, j'ose présager, ou pensaient que c'était un arbitre. Donc, il faut qu'ils se remettent en cause sur cette question. Donc, je le disais, c'est bien beau d'accuser les clubs et autres, mais il faut qu'au niveau de la fédération, il faut qu'on fasse ce travail qui doit être fait pour permettre aux équipes d'avoir un arbitrage équitable. Et je terminais, avant d'être interrompu, sur ce qu'a dit le DEX concernant le projet d'avoir 40 arbitres qui ne vont rien faire d'autre qu'arbitrer. Moi, je le dis clairement, ça ne va pas régler le problème. Ça ne va pas régler le problème. Moi, je vais le dire de manière triviale. Un bon arbitre, c'est un homme déjà qui pratique un métier qui le met à l'abri de toute possibilité de corruption. Quelqu'un qui n'a pas faim, comme le dit notre jargon. Tant qu'on va, dans le copinage, choisir des arbitres qui ne pratiquent pas un bon travail, ainsi de suite, ils seront susceptibles d'être influencés par certains effets extérieurs. Donc, il y a d'autres solutions, il faut qu'on les priorise. Et au monsieur qui vient d'appeler, je tiens à lui signifier que les arbitres, le tir arbitral du match Isca contre Sirocco a été sanctionné
par la commission des arbitres. Ce ne sont pas les journalistes qui les ont sanctionnés. Si on les a sanctionnés, c'est parce que la commission a reconnu qu'ils n'ont pas fait convenablement leur travail. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Donc, j'aimerais signifier à nouveau, comme l'a dit Jean-Philippe, personne sur le plateau ici n'a dit que les arbitres ivoiriens étaient corrompus. C'est bien ça. D'accord, ok. Donc, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 pour participer, bien sûr, à l'émission Ligue 2, match interrompu. À qui la faute? Roger Stéphane, on vous écoute. Non, moi, la faute, c'est aux arbitres et à l'arbitrage. Tous les acteurs indexent et protestent contre l'arbitrage en Ligue 2 depuis de nombreuses années. Le match Oza-Benjerville, Oza sort du terrain pour protester contre l'arbitrage. Le match Tchologo-Iska, Tchologo interrompt le match pour protester contre l'arbitrage. Le match Iska-Siroko est interrompu et rejoué pour faute d'arbitrage. La preuve, la commission centrale des arbitres a sanctionné les arbitres du match Iska-Siroko. Donc, tous ces événements sont dressés contre l'arbitrage. L'arbitrage en Ligue 2, entre guillemets, est en train de devenir scandaleux et en train de pourrir le football ivoirien. Il faut qu'on y fasse attention parce que ce soit les joueurs, les équipes, les dirigeants, tout le monde se plaint de l'arbitrage. Ajoutez même les supporters. Autre élément. Donc, faute d'arbitrage. Maintenant, après, certaines équipes le font pour marquer le coup, pour exprimer un ras-le-bol général. Je sais peut-être que c'est cette idée qui a poussé quelques-unes d'entre elles de sortir du terrain pour exprimer un ras-le-bol général sur une situation qui perdure au niveau de l'arbitrage en Ligue 2. Le troisième élément, c'est la méconnaissance des tests diantres. On est dans une ligue professionnelle. On ne quitte pas le terrain parce qu'on n'est pas content de l'arbitrage. Ce n'est pas un championnat du village. C'est au village ou au quartier. Oui, au village ou au quartier, quand on n'est pas content de l'arbitrage, on sort du terrain. Mais on est un championnat professionnel, Ligue 1, Ligue 2. Quand on n'est pas d'accord avec l'arbitrage, Ballot l'a dit clairement, il y a une procédure à suivre. Dans les clubs, il y a les secrétaires généraux, il y a un service au niveau de l'administration. C'est de monter des dossiers et à introduire auprès de la fédération, notamment au niveau de la commission centrale des arbitres, la commission d'éthique et discipline, et puis un peu plus loin, la commission des recours. Il n'y a pas de raison de quitter le terrain ou d'interrompre le match parce qu'il y a une erreur d'arbitrage. Mais ça, c'est des comportements de Mathusalem. On est en 2024 maintenant. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, ça ramène à un acteur dans toute la chaîne. Ce sont les arbitres. Malheureusement, ce sont les arbitres. Vous faites un petit sondage de l'arbitrage. Maintenant, le fait d'indexer des acteurs, moi, ça me dérange un peu. On fait un procès, je vais peut-être l'expliquer, un faux procès à Iska. Tout le monde se plaint d'Iska. Moi, je ne comprends pas pourquoi tout le monde se plaint d'Iska. C'est un faux procès. Iska a eu l'intelligence d'introduire un dossier par rapport à une situation de match. Iska a eu raison sur toute la chaîne. Ils ont raison sur match, ils ont fait un match nul, le résultat a été homologué, on a avancé. Donc, vraiment, il faut qu'on fasse attention à l'arbitrage. D'accord. L'arbitrage, c'est l'arbitrage qui est en train de gâter un peu le football au niveau de notre Ligue 2. C'est bien noté, Roger Stéphane. On a un appelant, on a M. Fofana Média qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, Marie-Christine. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team et puis on vous écoute. Oui. Bonsoir, la Grande Team. Bonsoir, bonsoir. On vous écoute, Marie-Christine. Oui. Par rapport à ce sujet-là, ce sujet-là est trop profond. Quand je dis c'est trop profond, l'arbitrage là, c'est pas facile. C'est un truc qui est très, très, très profond. Quand je dis c'est profond, il y a des matchs là, il y a des matchs qui se sont passés là. Oui. On voit, moi, je regarde presque toutes les matchs. Même hier, j'étais au stade à Boaké ici. Mais il y a des matchs qui se passent là. Mais il y a des situations qui se passent dans les différents stades là. C'est pas la peine, on ne peut pas regarder. Nos arbitres là, c'est vrai, ils ont des grandes fautes. La faute, moi je crois que la faute devient qui? À nous responsables. Ok. À notre responsable, c'est eux qui sont à la base de tout. Si l'arbitre a été désigné des choses qu'il doit faire sur le terrain, c'est ce qu'il va venir faire. Ok. Si, par exemple, la dernière fois, par rapport, ça fait combien de matchs que les gars ne finissent pas et puis les gars sont au terrain? Il y a eu combien de sanctions? Et puis, ils sont tous assis pour Iska et puis la dernière fois, là, pour Iska, qui ils ont rejoué là. Oui, Iska. Pourquoi ils ont rejoué le match?
Le match était arrivé à combien de minutes et puis ils ont rejoué le match. Celui que tu as tapé le bois à même bois là, si l'autre tu tapes à le même bois, autrement dit, si l'autre a refusé de jouer, mais s'il y a un cas comme ça, moi j'ai refusé de jouer, moi je trouve que les arbitres, ils n'ont pas de grands défauts, c'est notre responsable qui sont coupables de tout. S'il y avait des sanctions pour la dernière fois, pour la première fois qu'il y a eu des sanctions, ou soit ils sont des gars en Ligue 2 ou bien en seconde, le second là-bas. Il avait fait ça encore. Très bien. Donc vraiment, que les gens là, ils n'ont qu'à se ressaisir, nos responsables n'ont qu'à se ressaisir au niveau du sport. Il y a des choses là, ça ne nous ressemble pas. Il y a des choses à changer. Des professionnels, vraiment, on doit jouer en tant que professionnel. Merci beaucoup, Merci beaucoup, M. Fonamidia. Voilà. Merci beaucoup. Avant de poursuivre, messieurs, s'il vous plaît, selon les lois du jeu, justement, dans quelles conditions un match peut-il être interrompu? Nous avons contacté l'ancien arbitre international, Kwadio Brou Parfait, qui apporte une réponse à la question. On l'écoute. Selon les lois du jeu, dans quelles conditions un match peut-il être interrompu? En général, quand ces situations se produisent, l'on a tendance à se retourner vers les arbitres pour leur demander un verdict. Bon, il faut savoir qu'il n'appartient pas à l'arbitre de donner des verdicts de cette manière. Et puis, les arbitres n'ont pas autant de pouvoir que cela. Non, le pouvoir de l'arbitre est bien circonscrit par les lois du jeu et par les règlements des compétitions. Alors, l'arbitre ne fait qu'appliquer les lois que les différents acteurs ont mis à sa disposition pour travailler. Alors, dans quelles conditions un match peut-il être interrompu? Il y a de nombreuses raisons, de nombreuses situations dans lesquelles un match peut être amené à être arrêté définitivement avant terme. Ça peut être dû à une bagarre généralisée. L'environnement n'est plus serein, il n'y a plus de sécurité. Mais stop, on ne va pas mettre les acteurs en danger. Alors, si le public descend sur le terrain, qu'il y a un envahissement et qu'il n'y a pas de possibilité de mettre de l'autre tout de suite, encore faut-il savoir pour quelles raisons il y a l'envahissement du terrain. Est-ce que c'est judicieux de repartir jouer ce match-là et terminer? Bon, ça peut être des raisons d'intempéries. Il pleut par exemple. Alors, une forte pluie, le terrain est gorgé d'eau, c'est devenu impraticable. Évidemment, il va falloir arrêter parce qu'on ne peut plus jouer au football dans ces conditions. Ici, dans le cas qui nous concerne, une équipe s'est retirée du terrain. C'est une raison. Est-ce que pour l'arbitre, il ne s'agit pas de distribuer de bons points ou de mauvais points? Donc, à qui la faute? Ce n'est pas à l'arbitre de répondre à cette question. L'arbitre, il a été désigné pour diriger un match. À la fin du match, il adresse un rapport à la commission compétente. Nous avons joué et on relate les différents incidents qui sont produits. Non, tel joueur a été averti, tel joueur a été exclu, il y a eu ceci, il y a eu cela. On adresse un rapport. Et ici, le match n'est pas allé à son terme. L'arbitre va constater que le match n'est pas allé à son terme. Et si l'équipe qui s'est retirée a donné la raison pour laquelle elle s'est retirée, l'arbitre va mentionner la raison dans son rapport. Et la commission compétente va apprécier la raison qui a été donnée par l'équipe. Est-ce que la raison est valable? Est-ce qu'elle n'est pas valable? La commission va apprécier et puis prendre une décision. En ce qui concerne les lois du jeu en tant que telles, les lois du jeu édictées par l'International Football Association Board, l'IFAB, dans la loi 7, intitulée Durée d'un match, nous dit en son point 5, arrêt définitif du match. Je cite, un match arrêté définitivement avant son terme doit être rejoué. Et tout de suite on précise, sauf disposition contraire du règlement de la compétition ou décision des organisateurs. C'est pour dire que c'est pas simplement parce qu'un match a été arrêté qu'on va le rejouer. C'est pas dans tous les cas qu'un match est arrêté qu'on va rejouer. Alors ici, le match est terminé sur le terrain. L'arbitre a fait son rapport. Nous entrons dans le volet administratif. Ce n'est plus du ressort de l'arbitre, c'est du ressort de l'organisateur de la compétition. Voilà, donc sur la base de cet éclairage, messieurs, est-ce qu'il ne faudrait pas pointer du doigt justement le comportement de certaines équipes et leurs dirigeants? Coach Alain. Mais je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Les responsabilités sont partagées. Moi, je prends un exemple des deux matchs sur lesquels nous échangeons actuellement. Le match OSA contre Benjerville, à la suite d'un pénalty sifflé, l'équipe de OSA a protesté. Automatiquement, le secrétaire est allé sur la table, il a pris la feuille de match et il a mis la faute technique, il l'a signifié. Quand le secrétaire fait son rapport, qui signifie il fait sa réserve, automatiquement, l'arbitre continue, demande à ce qu'on fasse jouer le match. Mais à leur grande surprise, après avoir posé la réclamation, le président et le secrétaire et tout son staff demandent à l'équipe de OSA de sortir du terrain. Tranquillement, l'arbitre
et son trio arbitral, ils sont restés sur le terrain. Ils ont constaté le temps jusqu'à la 90e minute et ils ont sifflé la fin du match. Pourtant, ce n'est pas le même cas du côté de Tchologo et puis Iska. L'incident arrive à la 86e minute. Les joueurs vont voir le secrétaire de Tchologo pour aller porter plainte. À la 87e minute, l'arbitre prend sur lui-même de mettre fin à la rencontre. Mais quand l'arbitre met fin à la rencontre à la 87e minute, sachant très bien qu'un match de football, c'est 90 minutes, déjà, il y a un problème. D'accord. Si l'arbitre, après les plaintes de Tchologo, était resté sur le terrain jusqu'à la 90e minute et qu'il mettait fin au match, il n'y avait pas de polémique. Mais il arrête le match à la 87e minute et il sort du terrain avec son staff, c'est-à-dire avec ses 2 assistants et le commissaire Yvon. D'accord, très bien. Pour revenir à ma question, vous ne pointez pas du tout du doigt les équipes et les dirigeants? Pour vous, c'est plutôt l'arbitrage? Ils sont pointés du doigt. Voilà, mais vous mettez plus l'accent sur l'arbitrage aussi. Ils sont pointés du doigt, mais j'ai bien expliqué. Il y a les équipes qui sont restées sur le terrain où l'arbitre a sifflé la fin du match. Et ensuite, il y a les arbitres qui sont sortis du terrain pendant que les équipes sont restées sur le terrain. Merci bien, coach Alain. Avant d'avancer, voyons un extrait surtout du communiqué sur sa page Facebook par le club de l'US Tchologo. Oui, donc extrait du communiqué de l'US Tchologo. L'interruption de notre match contre Iska survient suite à un mauvais arbitrage de la part de nos arbitres. Ils coupaient systématiquement toute attaque dangereuse de notre équipe par des hors-jeux qui n'existaient pas. Ils nous ont même refusé un but pour je ne sais quelle raison. D'accord, donc nous avons... et la suite, oui. Oui, donc la suite de l'extrait. Comme cela ne suffisait pas, les arbitres récidivent encore en étant muets quand le gardien de Iska se saisit du ballon de la main hors du grand rectangle. Pourtant, notre attaque était en position favorable pour marquer. Cette faute pouvait normalement conduire à l'exclusion du gardien de Iska, mais rien de tout ça. Toutes ces actions associées ont engendré l'arrêt momentanément et définitif du match. Voilà, donc on a la version de l'US Tchologo. Bon, maintenant, Tchologo ne nous dit pas s'ils ont quitté le terrain ou pas, mais il parle de arrêt momentané et définitif du match. Alors, moi, j'avoue que dans tous ces matchs, j'ai extrêmement peur des versions. Parce que toutes les versions sont adossées à des intérêts. Ça, Alain Nyonso a dit que Tchologo n'a pas quitté le terrain. J'ai interrogé Iska, le président en off, il m'a dit que Tchologo a quitté le terrain. Il y avait 2 versions différentes. Si vous prenez le match Siroko-Iska, Siroko, Indes, Iska, Iska, Indes, Siroko, plus le commissaire au match. Donc, il y a beaucoup de versions. Et moi, je dis attention, si on veut s'adosser aux versions, on va faire fausse route. On s'adosse aux tests et au rapport définitif des différentes commissions. La commission d'éthique et de discipline sur le match Iska, Siroko a dit clairement que l'arrêt du match n'est pas imputable aux 2 équipes. Donc, le match là, il est à rejouer. Parce qu'il n'est pas imputable aux 2 équipes. Il est à rejouer. Mais nous, notre commission, on décide de valider le résultat. C'est la commission de recours qui dit également que l'arrêt du match n'est pas imputable aux 2 équipes. Le résultat, là, le match doit être rejoué. Le match a été rejoué. Iska et Siroko ont fait match nul. Parce que le match n'est pas arrivé à son Voilà, l'article 42 des têtes de la fédération disent que quand un match est arrêté, si c'est une faute technique, une faute qui n'est pas imputable aux 2 équipes, on peut reprendre le match. Parce que ce n'est pas la responsabilité des 2 équipes. Ce sont les tests de la Fédération ivoirienne de football, article 42. Donc, sur ça, il y a peut-être, comme il a dit tout à l'heure, peut-être une mauvaise foi de certains dirigeants, mais comme j'ai dit, qui veulent marquer le coup. Je sais que parmi eux, il y en a qui m'ont dit, nous, on veut marquer le coup sur le ras-le-bol général, mais en même temps, ce qui est plutôt décrié, ce sont les fautes d'arbitrage. Parce que les 2 rapports que moi j'ai pu voir concernant le match Siroko-Iska, que ce soit le rapport de la commission des recours, que ce soit le rapport de la commission d'éthique et de discipline, c'est l'arbitrage qui est responsable de l'arrêt de ce match. À partir de ce instant, les clubs ne sont pas responsables. C'est tout simple que ça. On fait un faux procès à Iska pour rien. C'est un faux procès qu'on fait à Iska. D'accord, Roger Stéphane. Oui, Balo. Juste ajouter que les arbitres qui ont été incriminés sur le match Iska-Siroko, jusqu'à aujourd'hui, n'officient pas. Voilà. Donc là, à ce niveau, les instances dirigeantes ont pris leurs responsabilités en ne permettant pas aux arbitres fautifs de pouvoir donc rééditer leurs erreurs.
D'accord, j'aimerais aussi signifier, s'il vous plaît, messieurs, permettez-moi. On a contacté le président du club ISCA, mais à la dernière minute, il s'est désisté. Donc, on n'a pas la version officielle du président du club de ISCA, M. Ahmed Rassoul, M. Ahmed Koulibaly Rassoul. Voilà, oui. Un peu plus loin pour dire que... assez rapidement, parce que là, je vais entendre Jean-Philippe. Il y a une liste d'arbitres qui sort pour dire que ces arbitres sont rétrogradés ou bien sont suspendus. Il y a une liste qui sort. Mais pourquoi la commission ne met pas cette liste-là en public pour que tout le monde sache que si c'est Roger Stéphane qui est suspendu et qu'on voit Roger Stéphane sur un match, pourquoi on interpelle les gens? Parce que la seule liste qui est sortie jusqu'à aujourd'hui, c'est les 4 arbitres qui ont été suspendus le match Sirocco-Isca. Et dans nos analyses, dans nos recherches, il se trouve que l'arbitre qui a arbitré le match Isca-Tchologo, c'est un arbitre qui avait été rétrogradé en D3, qui avait été sanctionné. À leur grande surprise, il apparaît en Ligue 2 pour aller officier le match. À quel moment sa sanction est finie et comment est-ce qu'il s'est retrouvé? Il faut que la commission explique quand on suspend un arbitre. D'accord. OK, bon, déjà, avec ces différents incidents, qu'est-ce que ça pourrait créer? Comment ça pourrait impacter justement la fin de saison en Ligue 2? Jean-Philippe. Mais une fin de saison électrique, une fin de saison avec beaucoup de tensions, une fin de saison qui risque d'être illisible au niveau de certaines rencontres. Déjà, on ne sait pas si la rencontre entre l'équipe de Tchologo et d'Isca va être jouée. Ça, c'est un gros point d'interrogation. Excusez-moi. Du côté de Oza, quelle serait donc l'incidence? Est-ce que c'est un forfait? Donc, on va passer à 3-0. Le goal average compte énormément dans ces poules. Donc, on a beaucoup de points d'interrogation. Ce qu'on souhaite, ou ce que je souhaite pour parler en mon nom, c'est que si la commission de discipline est saisie, au vu de l'urgence que revêt cette fin de saison, il ne faudrait pas qu'elle attende des mois et des mois comme elle a eu à attendre lors de la rencontre entre Isca et Sirocco avant de donner son verdict par la commission de recours. Il faut qu'elle nous dise clairement ce qui s'est passé. Il faut qu'elle ait le courage de faire avouer à ses officiels la vérité. Parce que je l'ai dit ici, Roger Stéphane estime que peut-être il y a un faux procès qui fait Isca. Ce n'est pas Isca qui est le problème. Et je le dis encore, c'est l'environnement autour. Lorsque des personnes sont dans des stades, lorsqu'elles voient des choses et qu'elles sont incapables de dire la vérité dans des rapports, ça pose un problème. Ce n'est pas le club qui a un souci, c'est l'ensemble des acteurs autour qui ont posé ce problème-là. Parce qu'au sorti du match, plusieurs personnes ont dit que Isca était sorti, mais dans les versions qui sont revenues, personne n'a osé dire si Isca est sorti ou pas. Et c'est face à la non-mention de cet élément que la commission de recours a dit qu'il fallait rejouer le match. Donc, il faudrait que les gens soient honnêtes quand ils décident d'aller arbitrer et de dire véritablement ce qui s'est passé. Si Tchologo est sorti du stade, de toute façon, aujourd'hui, il y a des caméras partout. Des gens se baladent avec des caméras partout dans les téléphones et autres. Sûrement que des scènes ont été filmées. Si on se rend compte que Tchologo est sorti du terrain, évidemment, ils auront match perdu. Si tel n'est pas le cas, il faudrait qu'ils aient le courage de lui dire que cette rencontre-là soit rejouée tout simplement. Et il faudrait également, par la suite, vu qu'on en fait les saisons, une grande sensibilisation. Le président de la commission de recours nous l'a dit. Il a suggéré au président de la Fédération ivoirienne de football d'organiser en début de saison une grande session de formation à l'endroit des acteurs du football ivoirien pour qu'ils puissent maîtriser encore plus les règles du jeu. D'accord. En tout cas, la question reste posée. Un match interrompu en Ligue 2, à qui la faute? Le public sportif ivoirien s'est exprimé. On l'écoute. La faute, on doit donner la faute aux arbitres. Puisqu'il y a des pénaltys qu'il faut siffler, qui ne sont pas sifflés, des fautes. Il y a trop de tricherie. Donc moi, j'accuse souvent l'arbitrage. C'est l'arbitrage qui n'a pas bien fait leur travail. Donc on leur donne le tort. C'est à cause de ça, les dirigeants ils peuvent dire aux joueurs qu'ils quittent le terrain. Et vraiment, on ne peut pas accuser des supporters. Voilà, parce que les supporters sont là pour assister au match. Voilà. Mais souvent, il y a de mauvais arbitrages. Il y a de mauvais arbitrages sur le terrain, ce qui fait que les dirigeants des clubs se mettent dans une mauvaise situation, voilà, pour pouvoir amener ce match à être interrompu. Soit à la FIF, qui ne sont pas très intégrés dans la Ligue 2 de foot ivoirien, ou soit aux arbitres.
Parce que parfois, ils font de mauvais arbitrages. Ils ne sont pas très cohérents par rapport à ce qui se passe pendant le match. Ou peut-être des problèmes internes, je dirais. Est-ce que les arbitres en Côte d'Ivoire sont à la hauteur, en fait? Parce qu'à la base, on regarde bien la Ligue championne en France, en fait, en Europe, tout ça. On voit que là-bas, les arbitres sont plus ou moins à la hauteur. Et puis ici, même s'il y a des fautes qui sont sifflées là, est-ce que ça mérite vraiment d'être sifflé normalement? Donc, c'est plus ça qui impacte bien ou même négativement le football africain, même ivoirien en fait. Donc, si on peut remédier et puis former plus les arbitres en Côte d'Ivoire, envoyer des arbitres de qualité en fait pour former ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique, ça va vraiment aider en fait en Côte d'Ivoire, je pense. Allez, donc Ligue 2, match interrompu, à qui la faute? Je pense qu'on a pu avoir quand même certains éléments de réponse sur ce plateau, hein, avec vous aussi, très chers téléspectateurs et le public sportif ivoirien. Les news données en début d'émission, hein, on vous invite à les revoir, c'est dans LGT News. LGT News. LGT News. Basketball, Mo Bamba a reçu son passeport ivoirien. Mohamed Fakaba Bamba ou encore Mo Bamba effectue une visite privée sur les bords de la lagune ébriée. Le jeune joueur des Philadelphia Sixers de la NBA qui s'est engagé à évoluer avec son pays, la Côte d'Ivoire, a reçu son passeport ivoirien des mains du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, Adjé Silas Mech. Il a aussi reçu son maillot des éléphants de la part du président de la Fédération ivoirienne de basketball, Moussa Diarra. Selon la page officielle Facebook de la FIBB, le basketteur a promis de se mettre à la disposition des éléphants et de participer au tournoi qualificatif des Jeux Olympiques prévus à Puerto Rico. LGT News. Jiu-Jitsu, un 7e stage plein d'enseignements. Les pratiquants du Jiu-Jitsu étaient en séminaire mardi dernier au Casa des Deux Plateaux. Selon la Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu et de défense personnelle, ce 7e stage, ayant réuni plus de 60 participants, vise à améliorer les enseignements dans cet art martial, notamment au niveau de l'application des bonnes techniques pour la méthode Gino Bianchi, introduite en Côte d'Ivoire depuis près de 15 ans. C'est l'expert maître Giancarlo Bagnolo, ceinture noire, 7e dan, qui a eu la lourde charge d'assurer le séminaire édition 2024. Et tout naturellement, il a eu les remerciements du premier responsable du Jiu-Jitsu ivoirien, maître Fall. Maître Giancarlo Bagnolo, ceinture noire, 7e dan, avec qui nous avons une longue histoire. Une longue histoire parce que ça fait 15 ans d'échanges martial. 15 ans de partage de techniques de défense personnelle. Ce stage est bienvenu parce qu'il permet aux différents pratiquants de Jiu-Jitsu en Côte d'Ivoire de renforcer leurs capacités. C'est quelque chose que nous essayons de faire un tant soit peu pour relever le niveau de nos Jiu-Jitsuka. Et donc, partant de là, j'invite tous ceux qui souhaitent pratiquer de la self-défense de venir pratiquer le Jiu-Jitsu, car le Jiu-Jitsu, l'essence première du Jiu-Jitsu, c'est la défense personnelle. LGT News. Intéressons-nous à présent au football. Franck Kessié met en compétition 64 équipes. Le complexe sportif de Yopougon a accueilli vendredi dernier le match d'ouverture du tournoi U17 organisé par la fondation Yannick Franck Kessié. Pour cette journée inaugurale, Cétis de Marcory s'est imposé face à Académie Shérif d'Akwedo par 1-0. Ce sont au total 64 équipes qui prennent part à cette compétition dont l'une des articulations majeures tourne autour du concept Pro c'est Pro. Pour cette deuxième édition de ce projet socio-sportif, l'international ivoirien et sa structure voient grand, avec la construction d'un hôpital et bien d'autres infrastructures. Dans sa déclinaison intégrale, ce projet sera marqué par un match de gala le 15 juin prochain au stade Robert Champroux de Marcory. Éric Bédi, patron de la fondation Yannick Franck Kessié, s'est prononcé sur cet événement qui rassemble des centaines de jeunes issus des catégories U17. Alors, les moins de 17 ans, parce que déjà ce sont nos enfants, voilà. Les moins de 17 ans, parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas de tournoi national des moins de 17 ans. Voilà. Et on s'est dit, il y a un manque, donc il faut combler ce manque-là. Parce que l'État, à travers le ministère des Sports, ne peut pas tout faire. La Fédération ivoirienne de football, que je salue au passage, ne peut pas tout faire.
bien que rempli de bonne volonté. Donc, on est dans un élan d'accompagner la vision du président Idriss Diallo. On est dans un élan d'accompagner également, je vais dire, la volonté du chef de l'État. Comme je l'ai dit, solidarité à l'Ivoirienne pour ses pros. LGT News. Roumanie, Edgar Ley, suspecté d'avoir fait jouer son frère jumeau à sa place à Lille. Edgar Ley, l'ancien joueur du Barça, Villarreal, fait l'objet de graves accusations en Roumanie et pourrait être même soumis à un test ADN. Le Dynamo Bucarest pense que l'ancien Lillois aurait demandé à son frère jumeau Edelino de jouer certains matchs à sa place. Les soupçons font suite au refus du joueur de donner son permis de conduire afin de recevoir une voiture de la part du sponsor du club. Les dirigeants du Dynamo Bucarest sont surpris des piètres performances du joueur bissau-guinéen et sont étonnés qu'il ne parlait pas anglais alors que son CV comprend une longue expérience dans les clubs européens. Florian Prunea, le président du Dynamo Bucarest, n'en revient pas. « Mon Dieu, c'est surréaliste. J'ai commencé à téléphoner, à parler à des amis. Et la nouvelle est vraie. Je n'arrive pas à y croire », a-t-il déclaré. LGT News. Championnat européen. Le Real et le PSG célèbrent avec faste leur titre de champion. Il y avait le week-end dernier une folle ambiance à Madrid et à Paris. Les Madrilènes, emmenés par leur capitaine Nacho, ont brandi leur 36e trophée dans les rues de la capitale espagnole. C'était aussi l'extase du côté de Paris où joueurs et supporters ont fêté ensemble le 12e titre de champion de France. Non, c'est quand même pas Montana qui va le soulever, c'est pas si. Le Paris Saint-Germain, champion de France 2024. Allez messieurs, nous sommes dans les arrêts de jeu de notre émission et nous n'allons pas terminer avant d'avoir justement des nouvelles concernant l'actualité de nos pachydermes. Alors on passe à Saga des pros. Week-end particulièrement prolifique pour nos footballeurs professionnels. Bon, cette vidéo plante le décor et après nous on en parle sur le plateau. On regarde. Allez, messieurs, satisfait de la prestation de nos pachydermes? Oui, surtout le but de Willy Boli. En tout cas, il venait de très loin. Après la CAN, il jouait moins. Il n'a pas trop joué. Mais il a marqué un très beau but. Et bonne chance à lui pour la suite. Ballot. Oui, le but de Seko Fofana, bon, dans son style caractéristique, on sait bien qu'il aime prendre sa chance. Moi, j'ai trouvé que le but était très beau. Kessie également. Donc, ça nous rassure pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à venir. On doit affronter le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, c'est pas rien. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais on sent toujours que la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations, psychologiquement, fait du bien aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens. En tout cas, le sélectionneur Ymes Faye doit se frotter les mains actuellement. Oui, Jean-Philippe. Moi, c'est un petit clin d'œil à mon homonyme, Mbappé. Oui. C'est un milieu de terrain que j'apprécie énormément, qui a eu beaucoup de pépins physiques et qui est en train de revenir en excellente forme. Il a pratiquement réussi son pari avec l'équipe de Dunkerque et aujourd'hui, il est sollicité par des clubs de la Ligue 1 française. J'espère que ses genoux vont le laisser respirer. C'est un formidable milieu de terrain. On sait que la Côte d'Ivoire a un déficit au niveau des 6. Ce joueur-là qui évolue devant la défense, alors que c'est son style caractéristique et j'espère qu'il va revenir. Et pourquoi pas, peut-être Faye va nous faire la surprise en juin. En tout cas, Jean-Philippe Bamin, buteur en Ligue 2, tout comme Jérémy Boga, buteur en Ligue 1. Oui, Roger Stéphane. Bon, Jérémy Boga, son club est en train de se chercher encore. Ils sont en bataille par rapport à une ligue européenne. Bon, bravo à lui. Mais mes coups de cœur, c'est Willy Boli. Willy Boli, le colosse défenseur de Nottingham. Ils ont été battus par Chelsea 3-2, mais il a mis un but très tôt à la 16e minute. Je suis content pour lui. Nottingham est 17e. Ils sont non relégables pour l'instant, donc ils vont peut-être rester au niveau de la première ligue. Kosonou, c'est bien Kosonou. Il fait une superbe saison. Ils ont battu Borum 5-0. Kosonou a été titulaire. Il a été titulaire avec Taha et Tapsoba. 3 ans, 100 buts, 100 matchs. Cette saison, c'est 21 matchs en tant que titulaire. Une saison collective de toute beauté avec une équipe de Leverkusen qui n'a pas encore perdu depuis 48 matchs environ.
Maintenant, pour le reste, c'est les 49 mètres, ils ont battu. 49 matchs maintenant. Maintenant, pour le reste, c'est les cadeaux habituels, notamment Franck Kessié, qui est toujours aussi brillant du côté de l'Arabie Saoudite. Seko Fofana qui fait un bon retour, qui nous soit une patte secrète qu'il a, ses frappes de loin. Mais j'espère que lui va venir en juin. Ouais, parce qu'il a fini de gagner la CAN. Il n'est pas venu au dernier regroupement. J'espère qu'il va venir en juin. Sinon, on va régler des comptes encore. Mais bravo à nos garçons. Roger Stéphane, bravo à nos garçons. Vous risquez de prendre un carton jaune. Voilà, vous l'avez dit, nos garçons sont actuellement en pleine forme. Les champions d'Afrique sont en pleine forme et c'est une bonne nouvelle hein, pour le sélectionneur Faye. C'est la fin de l'émission de ce soir. Merci beaucoup, messieurs. C'est que le début de semaine. Merci, coach Alain. Merci, Jean-Philippe. Merci, Roger Stéphane et merci Balo. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. On se retrouve demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.